Bonjour à tous, donc je suis Sébastien de Brul. Je vais vous présenter dans cette vidéo la quatrième partie du lexique, donc les mots 24 à 29. Pour rappel, ce sont les mots qui sont définis au début du code du bien-être au travail. Vous pouvez retrouver le lexique complet sur mon site internet lebien-être-des-policiers.be. Donc on va commencer avec l'équipement de travail. L'équipement de travail, c'est bien toute machine, tout appareil, outil ou toute installation utilisée sur le lieu de travail. Et c'est important de savoir, en fait, le livre 4 du code est complètement destiné aux équipements de travail. Donc ça peut être très vaste, hein, ça peut aller du simple tournevis jusqu'à l'énorme machine motorisée qu'on peut retrouver dans les usines. Alors, les équipements de protection collective. Donc là, on rentre dans un gros domaine, les fameux EPC. Il s'agit donc de tout équipement de protection destiné à protéger le travailleur contre un ou plusieurs dangers susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif et qui répond simultanément aux caractéristiques suivantes. Et donc ça, c'est important puisque les caractéristiques qui arrivent, c'est vraiment ce qui permet de définir l'équipement de protection collective et d'écarter ceux qui ne le sont pas réellement. Et ça a son importance parce que plus tard, dans le code, donc c'est dans le livre 9, le livre 9 est intitulé Protection collective et équipement individuel. Et donc notamment, le premier titre, le titre 1, parle des équipements de protection collective. Donc les fameuses trois caractéristiques. Il est conçu et installé de manière à agir le plus directement possible sur la source du risque, de manière à réduire ce risque au maximum. Il est destiné à être installé préalablement à l'exécution du travail. Il est de nature à permettre au travailleur de ne pas intervenir activement pour assurer sa sécurité et sa santé au travail. Alors le plus simple, c'est de donner quelques exemples. On imagine dans un lieu de travail, vous avez une machine qui fait énormément de bruit, donc ça menace la santé et la sécurité des travailleurs. La santé, tout d'abord, très facilement, l'ouïe des travailleurs peut être atteinte, donc il peut y avoir une perte d'audition si le bruit est trop grand. Et encore une fois, on le verra plus loin, mais le bruit, donc il est repris dans le livre 5, facteurs d'environnement et agents physiques. Le titre 2 concerne le bruit, et là il y a des prescriptions notamment sur les décibels qui ne doivent pas être dépassés sur le lieu de travail. Donc on se rend compte que si une machine émet trop de nuisances sonores, alors on peut installer un EPC, un équipement de protection collective. Concrètement, c'est par exemple un caisson dans lequel on va enfermer cette machine et qui est destiné donc à empêcher le bruit de passer ou du moins d'être fortement atténué. Alors dans ce cas-ci, on remarque bien que ce caisson d'insonorisation répond à la définition, puisque de 1, il est destiné à protéger le travailleur contre au moins un danger. Donc ici, c'est le bruit trop élevé qui menace sa santé. Il est bien installé, donc il doit être installé le plus directement possible sur la source du risque. Et donc, c'est bien ici ce qui est important. Donc, si on a une machine qui fait du bruit, la première chose à faire, ce n'est pas de donner des protections auditives aux travailleurs, c'est d'abord de limiter le risque à sa source, donc le plus près possible du danger. Donc, on est bien dans cette définition d'agir le plus directement possible sur la source du risque. Ici, c'est sur la machine. Ensuite, il est destiné à être installé préalablement à l'exécution du travail. Donc c'est avant de travailler que cela doit être mis. Et enfin, super important, donc il est de nature à permettre au travailleur de ne pas intervenir activement pour assurer sa sécurité et sa santé au travail. Donc le travailleur n'a rien à faire, c'est-à-dire quand il vient travailler, mais le caisson d'insonorisation est déjà installé, fonctionne déjà. Il n'y a pas de manipulation qui doit être effectuée par le travailleur. Voilà. Donc, les vêtements de travail, soit une salopette, soit un ensemble composé d'un pantalon ou d'une veste, ou d'un blouson, soit une blouse ou un cache-poussière. Donc, l'objectif, c'est d'éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités et qui n'est pas considéré comme un vêtement de protection. Ensuite, les équipements de protection individuelle, on va dire c'est un peu le petit frère des EPC. Donc ici, on parle bien des EPI, les équipements de protection individuelle. Il s'agit de tout équipement sous réserve des exceptions réglementaires destinées à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger
contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif. Donc, il y a un principe similaire avec l'équipement de protection collective. Nécessairement, c'est la protection. Donc, on se doute bien qu'on doit le porter pour se protéger d'un danger. Si je reprends le cas de la machine bruyante, donc d'abord on doit agir le plus près possible de la machine en installant un caisson d'insonorisation par exemple. Ça c'est donc le PC. Si pour une raison X ou Y ce n'est pas possible d'installer ce caisson, alors par la suite la mesure à prendre est d'équiper les travailleurs de protection individuelle, donc dans ce cas-ci de casques par exemple, des protections auditives. Donc le pays doit venir bien sûr après le PC. En premier lieu, on doit réfléchir à agir le plus proche possible du danger. C'est un des premiers principes de prévention. Et si vraiment c'est pas possible, alors on va un peu plus loin et on équipe individuellement le membre du personnel. Alors ici, il y a une remarque qui est importante, et j'en parlerai dans d'autres vidéos. C'est le sous réserve des exceptions réglementaires. Alors très concrètement, par exemple, il y a des exceptions qui sont prévues pour les forces armées, pour la police, pour tout ce qui est matériel sportif, pour également, ça concerne également la police, donc tout le matériel destiné au maintien de l'ordre, ça fait l'objet d'exceptions. Alors, de quelles exceptions? C'est-à-dire qu'on le verra un peu plus tard dans le livre 9, donc protection collective et équipement individuel, il y a toutes sortes de procédures et de prescriptions qui doivent être respectées. Ce ne sera pas nécessairement le cas pour la police. Alors, soyons bien clairs, ça ne veut pas dire que les policiers ne doivent pas être protégés. C'est simplement que l'idée est de permettre, donc que ce soit, je pense que la protection civile aussi également rentre dans les exceptions. On se rend bien compte que l'armée, la police et la protection civile doivent, j'ai envie de dire, en tout temps être opérationnels, en tout temps être disponibles, présents sur le terrain. Et donc l'idée derrière ça, c'est de ne pas les bloquer à cause de formalités administratives qui pourraient par exemple ne pas forcément être respectées. Donc ce sont les exceptions réglementaires qui sont prévues et c'est important vu que, encore une fois, pour le travail des policiers, ça a un impact direct. Donc la signalisation de sécurité et de santé, c'est une signalisation qui est rapportée à un objet déterminé, à une activité déterminée, à une situation déterminée ou à un comportement déterminé, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité ou la santé au travail, au moyen, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique, d'une communication verbale ou d'un signal gestuel. Encore une fois, la signalisation de sécurité et de santé, c'est également un des moyens de prévention qui peut être mis en œuvre. On le verra dans une autre vidéo. Et très concrètement, la première chose qui me vient en tête, pensez simplement aux pictos qui vous désignent les issues de secours, les sorties de secours, etc. Donc vous voyez ce picto vert avec la personne qui court vers une porte. Donc ça, c'est un exemple de signalisation. Alors on va essayer de trouver un exemple pour chacune des parties de la définition, hein. Donc le panneau, c'est celui-là. Mais la couleur, elle est liée. Vous savez que le rouge est par exemple une couleur d'interdiction. Un signal lumineux, on pense enfin, les boutons panique dans certains commissariats de police. On peut installer des boutons panique pour avertir les collègues qu'un danger est en train de se produire et de se rendre, par exemple, dans les locaux d'audition. Donc on peut avoir un signal lumineux, donc ça peut être un exemple de gyrophare, de flash lumineux qui se mettent en marche dans un local bien spécifique pour dire qu'il y a un problème. Ou acoustique, très simplement l'alarme incendie, c'est un signal acoustique. La communication verbale ou le signal gestuel, pensez par exemple au mouvement que l'on peut faire avec les bras pour guider à reculer, tourner à gauche, tourner à droite. Donc tous ces ensembles de communication font partie de la signalisation de sécurité et de santé au travail. Enfin, le dernier mot, le local de travail. Alors très simplement, c'est le local dans lequel se trouve un poste de travail. Et le poste de travail, on se rappelle, on en a discuté hier. Donc c'est l'endroit où on travaille, c'est-à-dire c'est l'ensemble, l'appareil ou l'ensemble des équipements avec lesquels on travaille, ainsi que l'environnement de travail immédiat. Donc dans un bureau administratif, ce sera le bureau, ainsi que les mètres carrés proches. Ça peut être un plan de travail dans d'autres situations.
Et voilà, donc on a passé en revue le local de travail, la signalisation de sécurité et de santé, les équipements de protection individuelle, les vêtements de travail, les équipements de protection collective et les équipements de travail. Donc tout ce lexique, vous le retrouvez au complet sur le site internet Le Bien-être au travail des policiers. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.